Chers téléspectateurs, c'est toujours un réel plaisir d'être parmi vous. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, c'est à travers la prière que le candidat numéro 3, Ange Razouel, a débuté sa campagne électorale aujourd'hui. Un moment de prière qui a duré plus d'une heure sur la montagne de Maatazan, dans le domaine Akamasu du Père Pedro. Je mets entre les mains divines cette campagne électorale avant de m'envoler pour parcourir Madagascar, affirme Ange Razouel devant ses partisans venus en masse. C'est durant ce moment religieux également qu'il a dévoilé l'hymne de sa campagne. Natera Kutumaaf, Nzaranjansu. La campagne électorale pour la course à la magistrature suprême du pays a débuté ce jour. Parmi les candidats figure l'ancien président Ange Razouel qui brigue donc un deuxième mandat. Il a choisi de débuter cette première journée de la campagne par la prière. C'était un moment particulier car elle s'est tenue sur la montagne de Maatazan, en Kamasu, dans le domaine du Père Pedro. Cette séance de prière a également été animée par divers artistes évangéliques. À cette occasion, le candidat Ange Razouel a pris la parole en mettant en exergue la foi en Dieu, surtout dans cette quête qu'il entreprend et de mettre entre les mains de Dieu cette campagne électorale, raison pour laquelle la prière s'est tenue sur la montagne de Maatazan, car c'est un lieu spirituel et plus proche de Dieu, affirme-t-il. Dans son discours également, le candidat Ange Razouel a énuméré toutes ses réalisations dans divers domaines, comme la santé, l'éducation et le sport, entre autres. Mais Ange Razouel a aussi souligné que cela doit être poursuivi et que bon nombre de travaux restent encore à réaliser dans le pays, raison pour laquelle il se présente à nouveau à la présidence. Il a spécialement évoqué le domaine de la création d'emplois et l'assistance aux femmes et aux ménages. Le candidat Ange Razouel a confirmé aujourd'hui qu'il est toujours prêt à poursuivre le travail accompli depuis plus de 4 ans. Après ce culte, le candidat Ange Razouel a immédiatement mis le cap vers Ansranan pour la suite de cette première journée de campagne. L'hymne officiel de la campagne du candidat Ange Razouel a également été présenté aujourd'hui à Maatazan, en Kamasu. Interrogé par les journalistes sur la déclaration du président du Sénat, Herman Narazaf Maef, hier soir, le candidat Ange Razouel a démenti ces allégations et affirme qu'il n'y a jamais eu de pression envers ce chef d'institution. Il s'agissait d'une organisation interne dans le parti politique, étant donné qu'il fait partie du parti politique TGV. Et c'est le même schéma qu'en 2018, avant les élections, a-t-il souligné. Je vous propose d'écouter Ange Razouel. Une déclaration de l'ensemble des sénateurs et je suis vraiment surpris par rapport à cette déclaration parce qu'il n'y a pas de pression ici, c'est vraiment, il est dans notre parti et donc il y a des règles à respecter dans chaque parti politique. Comme vous le savez, à la veille de l'élection en 2018 également, l'ancien président avait changé le président de la HCC pour leur organisation interne et ça ne concerne que notre parti politique. Après cette prière, le candidat Ange Razouel s'est envolé vers Diego pour sa campagne électorale. Les détails dans notre prochaine édition de demain. Dans un tout autre sujet, le gouvernement collégial condamne les déclarations mensongères propagées par le président du Sénat, Herman Narazaf Maef, accusant certains membres du gouvernement de l'avoir menacé de mort pour l'empêcher de prendre le poste de président par intérim. Ce dernier, qui avait fait une déclaration le 13 septembre, disant qu'il a refusé volontairement ce poste. Les détails. Suite à la déclaration faite par le président du Sénat,
Le gouvernement collégial, dirigé par le Premier ministre Tsai Christian, souligne que c'est une déclaration mensongère et confirme qu'aucun membre du gouvernement n'a fait pression sur lui directement ou indirectement pour qu'il renonce au poste de président par intérim avant ou pendant la période du 8 septembre. Madagascar et la population malagasy ont vu la déclaration écrite suivie d'une déclaration verbale du président du Sénat le 13 septembre mentionnant qu'il ne peut pas assumer ce rôle pour des raisons personnelles. Difficile de croire qu'un mois après et à la veille de la campagne électorale, il change d'avis. Cette annonce signifie qu'il veut semer le trouble et ne veut pas que l'élection ait lieu. Le gouvernement collégial condamne cet acte et maintient que l'élection est la seule issue pour sortir de cette crise. Le gouvernement travaille sans relâche pour assurer la sécurité et la stabilité à Madagascar dans le contexte actuel. La plateforme Gasleo insiste sur le maintien de l'élection présidentielle à la date prévue. Les membres appellent les candidats qui se sont présentés à cette élection à se préparer et de procéder à la campagne électorale comme prévu si ces candidats veulent vraiment la paix dans le pays. Dans les actualités sociales, 95% du nouveau réseau d'adduction d'eau à Manambar ou à Nossi sont achevés. Les agriculteurs utiliseront immédiatement les infrastructures après la visite effectuée par le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Une solution pour les agriculteurs face aux besoins de la région, c'est aussi un grand pas qui permet à la région d'Anos d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Les détails avec Sai Sylvain et Antonienne Martina. Ce vaste projet de gestion de l'eau se trouve dans la commune rurale de Manambar, région d'Anossi. Auparavant, les agriculteurs se sont plaints du manque d'eau qui n'irrigue qu'une superficie de 100 hectares. Après les réformes apportées par le gouvernement, la surface des rizières irriguées est passée à 400 hectares. 650 agriculteurs bénéficient de l'infrastructure. Toute la région d'Anos, qui court vers la sécurité alimentaire, en profite également. Cela contribuera à aider les zones environnantes frappées par la sécheresse. 95% du réseau d'approvisionnement en eau sont désormais achevés. Selon les explications, les travaux se poursuivent avec l'achèvement de l'extension du canal principal du côté gauche et l'installation d'une couverture sur le canal. Ce projet, DEFI, est financé par le FIDA. Et puis le nombre des circuits touristiques à Nalamanque a augmenté grâce au Cool Tour, une initiative du ministère de la Culture et du ministère du Tourisme. Fadjessena Mirai et Janelle nous ont dit plus à travers ce reportage. Les deux nouveaux circuits touristiques créés par le ministère de la Culture et le ministère du Tourisme peuvent être visités les week-ends. Le circuit 1 du Cool Tour commence par la visite du Rouven-Abouimang, ensuite le Rouven-Ilafi, pour terminer au Rouven-Madagascar et ses différents palais et le café du musée. Le deuxième circuit débute au palais Reinler-Arvoun, passe par Sarkantu, Mbouida et Avouri-Anoussi et se termine au Kianzani Iraga-Sampeflou, explique le directeur général de la culture, Raza Fiersan Francis. Le but étant de faire connaître les lieux historiques d'Analamanque et de créer de nouvelles détentes. La diaspora peut déposer de l'argent à Madagascar via Poste Malagasy. Le Digital Center, si à Antanaren, est également ouvert au public et permet aux jeunes de s'initier à la technologie. C'est entre autres les nouveaux services proposés par Poste Malagasy cette année. Toujours un reportage de Fadjessena Mirai et Yves Janel. L'épargne à Madagascar est ouverte pour la diaspora à travers Poste Malagasy. Tindu Diaspora est un nouveau service proposé par Poste Malagasy pour répondre aux besoins des usagers. Ces derniers peuvent également recevoir de l'argent de l'étranger via RIA et Poste Malagasy. Des offres spéciales ont également été accordées aux jeunes intéressés par le domaine de la technologie. Le centre numérique d'Antanaren est ouvert au public depuis hier, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Une reconnaissance spéciale a également été accordée aux athlètes qui ont participé à la 11e édition des Jeux des îles de l'océan Indien lors de la célébration de la Journée internationale de la poste malagasy hier à Tanarine. 3% des Malagasy sont victimes de troubles mentaux actuellement, selon le résultat de recherche des étudiants en psychologie sociale auprès de l'université. La raison étant les difficultés dans la vie quotidienne et le manque d'éducation de base, selon les explications. Toutefois, la tranquillité de l'esprit est la garantie pour le développement du pays, selon toujours les explications. Détails sur les images de Yves Chanel. 7 Malagasy sur 10 souffrent actuellement de difficultés psycho-émotionnelles, selon les statistiques publiées par les étudiants en psychologie sociale auprès de l'université Antananarivo. 3 personnes sur 10 souffrent de troubles mentaux. La raison en est le manque d'éducation de base et l'incapacité à gérer les difficultés de la vie, a déclaré le psychologue et chef du département de psychologie sociale Ankatsu, le docteur Sandmampita Razafmboul. Toujours selon les recherches, la justice sociale ne prévaut pas à Madagascar. Pourtant, c'est la garantie d'améliorer la vie mentale de chacun pour que le pays puisse se développer. Pour célébrer la Journée mondiale de la santé mentale, les étudiants du département de psychologie sociale ont présenté les résultats de leurs recherches. Par la suite, a eu lieu un atelier pour présenter l'importance de la psychologie sociale. Et côté sport, les éliminatoires pour décrocher le ticket pour les Jeux Olympiques 2024 qui se déroulera à Paris se tiendront du 14 au 15 octobre en Tunisie pour la catégorie féminine de rugby. Nos joueuses quitteront le pays demain selon le Malagasy Rugby. Les responsables ont souligné que les joueuses ayant défendu l'honneur national lors des Jeux des îles 2023 qui se sont déroulés dans notre pays du 25 août au 3 septembre composent l'équipe. Le maquis a remporté la médaille d'or lors de ce jeu. L'on espère que ces joueurs auront un bon résultat, a déclaré Malagasy Rugby. Et dans les actualités internationales, l'Union européenne va revoir son aide au développement en faveur des Palestiniens après l'attaque du Hamas contre Israël, a indiqué hier soir la Commission européenne, sans faire mention d'une suspension annoncée par un de ses commissaires aux grandes dames de certains des 27 États membres. France 24. La déclaration a surpris jusque dans les couloirs de la Commission européenne. Lundi, Oliver Varhelyi, commissaire en charge du voisinage, publie un message sur les réseaux sociaux. Dénonçant les attaques du Hamas contre Israël, il annonce l'arrêt de l'aide européenne aux Palestiniens. Tous les paiements immédiatement suspendus, tous les projets réexaminés, tous les budgets concernant des projets, y compris pour 2023, reportés jusqu'à nouvel ordre, réévaluation de tout le programme. Une affirmation très vite démentie par la Commission européenne qui évoque un réexamen urgent de l'assistance à la Palestine. Un enjeu important car l'Union européenne fait partie des principaux soutiens financiers de la population palestinienne. Rien que sur la période 2021-2024, le bloc s'est engagé à verser 1,180 milliard d'euros destinés à financer des projets d'ONG dans la santé ou l'éducation. Une politique qui suscite parfois la controverse. Ces dernières années, le Parlement européen a régulièrement condamné les manuels scolaires de l'autorité palestinienne qui contiennent des images et des propos antisémites. L'attaque du Hamas contre Israël a déjà eu raison de certains financements versés par les États européens à l'autorité palestinienne. L'Allemagne et l'Autriche ont annoncé suspendre leurs paiements bilatéraux pour un montant total de 39 millions d'euros. Le réexamen de cette aide européenne est au programme de la rencontre à distance des 27 ministres européens des Affaires étrangères ce mardi. Et le Hezbollah libanais, soutenu par l'Iran, a annoncé lundi avoir bombardé 2 casernes israéliennes en réponse à la mort de 3 de ses membres par des frappes israéliennes sur fond de crainte d'escalade après l'infiltration de combattants palestiniens en Israël depuis le Liban. France 24. Sur la zone frontalière dans le sud du Liban, des nuages de fumée et des dizaines d'explosions. À quelques centaines de mètres dans les airs, un drone israélien bombarde cette zone très fréquentée par les membres du Hezbollah.
Résultat, plusieurs membres de l'organisation ont été tués lundi selon le Hezbollah lui-même. Une information confirmée également par Israël. Des soldats de Tsahal ont tué plusieurs suspects armés qui s'étaient infiltrés sur le territoire israélien depuis le territoire libanais. En réponse, le Hezbollah assure avoir bombardé 2 casernes israéliennes dans une zone où des combattants pro-Hamas se sont infiltrés ces derniers jours vers l'État hébreu. Une opération revendiquée par le djihad islamique palestinien, alors que le Hezbollah, lui, nie toute implication dans l'infiltration. Pas d'opération terrestre, mais bien des bombardements. Dimanche, le Hezbollah pro-iranien avait tiré des obus sur un secteur disputé de la frontière. De quoi laisser craindre l'ouverture d'un deuxième front dans le nord d'Israël et attiser les soupçons sur l'influence supposée de Téhéran derrière ces opérations. De son côté, l'Iran nie en bloc. Les accusations liées au rôle iranien dans cette opération reposent sur des raisons politiques et visent à justifier la lourde défaite du régime sioniste et à réparer son image défaillante. Ce lundi, Washington a fait part de son inquiétude face à l'hypothèse d'une offensive du Hezbollah et l'ouverture d'un second front au nord d'Israël. La dernière guerre entre le Hezbollah et l'État hébreu en 2006 avait provoqué la mort de 160 personnes côté israélien, presque toutes militaires, et de 1200 personnes côté libanais, civiles pour la plupart. Pour terminer, le Hamas menace d'exécuter des otages israéliens en réaction aux frappes israéliennes qui se multiplient sur la bande de Gaza au 3e jour de l'offensive massive déclenchée par le mouvement islamiste palestinien qui a fait plus de 1600 morts. Au moins 130 otages seraient aux mains du Hamas. Leurs proches vivent dans l'angoisse permanente. France 24. Sur ces images diffusées par le Hamas sur Telegram, des combattants de l'organisation terroriste pénètrent dans un kibboutz du sud d'Israël. Quelques instants plus tard, ils emmènent de force cette femme hors de chez elle, ainsi que son partenaire. Sa fille a réagi lundi sur France 24. Ma mère était avec son copain. Il a aussi été kidnappé. Et ses enfants étaient dans une autre maison. Ils ont 12 ans et 16 ans. Ils ont aussi été kidnappés. Selon les autorités, plus de 100 Israéliens ont été pris en otage par le Hamas lors de l'offensive, du jamais vu dans l'histoire du pays. Beaucoup seraient retenus dans Gaza. Comme Yafa Hadar, 85 ans. Elle a été emmenée de force dans une voiturette de golf. Sa petite fille attend désespérément de ses nouvelles. J'ai l'espoir qu'ils comprendront que ces gens n'ont rien fait de mal, qu'ils les ramèneront chez eux. J'espère qu'ils les traitent bien. S'il vous plaît, ramenez-les à la maison. À Tel Aviv, l'inquiétude ronge aussi Ido Dan. 5 membres de sa famille sont portés disparus. Ils vivaient dans un kibboutz près de Gaza. Dans une vidéo sur les réseaux sociaux, il a identifié son cousin de 12 ans, kidnappé par des hommes armés. Je ne pense pas qu'il y ait une quelconque éthique de guerre qui n'ait pas été violée ici. Même la guerre a des règles, une éthique et des limites. Le Hamas a menacé lundi d'exécuter des otages en réaction aux frappes israéliennes sur la bande de Gaza. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et passez une excellente soirée sur Viva.